La philosophie du Tao. Le bouddhisme zen est une conception et un mode de vie qui n'appartiennent à aucune des catégories formelles de la pensée occidentale moderne. Ce n'est ni une religion, ni une philosophie. Ce n'est ni une psychologie, ni une science. C'est un exemple de ce que l'on appelle, aux Indes et en Chine, un moyen de libération, qui s'apparente au taoïsme, au Vedanta et au yoga. Comme nous le verrons plus loin, un moyen de libération peut n'avoir aucune définition positive. Il faut qu'il soit suggéré en précisant ce qu'il n'est pas, un peu comme le sculpteur révèle son œuvre en taillant dans le bloc de marbre brut. Historiquement, le zen peut être considéré comme l'aboutissement de vieilles traditions des cultures hindoues et chinoises, quoiqu'en réalité, il soit plus chinois qu'hindou, et que depuis le XIIe siècle, il se soit profondément enraciné et développé dans la culture japonaise. Fruit de ces grandes civilisations et exemple à la fois unique et particulièrement instructif d'un moyen de libération, le zen est l'un des dons les plus précieux de l'Asie au monde entier. Les origines du zen sont tout autant taoïstes que bouddhistes, et son parfum est si caractéristique de la Chine que c'est dans cette direction que doit être dirigée en premier lieu son étude, illustrant ainsi par l'exemple du taoïsme ce que l'on entend par moyen de libération. La plupart des difficultés et la sensation d'ésotérisme qu'éprouve l'occidental à l'étude du zen résulte du fait que nous ne sommes pas familiers avec les modes de pensée chinois, modes qui diffèrent considérablement des nôtres, et qui, précisément pour cette raison, nous donnent l'opportunité d'observer nos propres manières de réfléchir avec un esprit critique. Il ne s'agit pas seulement de comprendre des idées différentes, comme disons les théories de Kant, qui sont différentes de Descartes, ou la doctrine calviniste, qui est différente de la doctrine des catholiques. Il s'agit de percevoir les différences dans les prémices de la pensée et les méthodes de pensée proprement dites. Différences si souvent méconnues que nos interprétations de la philosophie chinoise ne sont parfois qu'une projection d'idées typiquement occidentales accommodées à la terminologie orientale. C'est là un écueil inévitable lorsqu'on étudie ces philosophies d'une manière purement livresque, car les mots ne prennent toute leur signification qu'entre ceux partageant des expériences similaires. Nous n'irons pas jusqu'à dire que les langues occidentales sont incapables d'exprimer des idées chinoises. Au contraire, elles peuvent exprimer beaucoup plus que ne le pensaient certains érudits d'Extrême-Orient, dont les connaissances de nos idiomes laissaient à désirer. La difficulté réside moins dans le langage que dans les normes de pensée, qui semblaient jusqu'à présent inséparables d'une attitude intellectuelle, académique et scientifique. Le fait que ces normes soient inadaptées pour des sujets tels que le taoïsme et le zen explique l'impression de mystère, d'irrationnel et d'impénétrabilité que suscite l'esprit oriental. Il n'est pas nécessaire d'admettre que ces sujets, étant spécifiquement chinois ou japonais, n'ont aucun point commun avec quoi que ce soit dans notre culture occidentale. Bien qu'aucune des classifications formelles de la science et de la pensée occidentale ne correspondent à un moyen de libération. La raison pour laquelle le taoïsme et le zen apparaissent si étrangers à première vue à l'esprit occidental, c'est que nous avons une conception étroite des sciences humaines. Pour nous, la presque totalité de nos connaissances englobe ce qu'un taoïste qualifierait de conventionnel, car nous n'admettons connaître quelque chose que si nous sommes capables de lui donner une forme verbale ou de l'exprimer par un système quelconque de signes arbitraires tels que la notation musicale ou les symboles mathématiques. De telles connaissances sont qualifiées de conventionnelles car elles reposent sur des conventions qui en permettent la communication. Tout comme ceux qui parlent une même langue ont conclu des accords tacites quant à la signification des mots qu'ils utilisent. Les membres de tous les groupes sociaux sont donc reliés entre eux par des liens de communication, reconnus par tous
et qui concerne les classifications et les valeurs attribuées aux choses et aux actes. Le rôle de l'éducation consiste par conséquent à conditionner les enfants de manière qu'ils s'adaptent à la société, en les persuadant d'assimiler et d'accepter les codes par lesquels elle se maintient. En premier lieu, le langage parlé. On enseigne à l'enfant que telle chose, on lui désigne du doigt un objet, s'appelle par exemple arbre et non arbreau. Nous comprenons sans difficulté que le mot arbre est arbitraire. Ce qui est moins évident, c'est que la catégorie de l'objet auquel le mot se rapporte repose aussi sur une convention. Il faut enseigner en effet à l'enfant quels mots recouvrent quels objets, mais aussi les classifications respectives selon lesquelles la société, mais aussi les classifications respectives selon lesquelles la société les délimite dans le cadre de l'expérience journalière. Ainsi, une convention scientifique précise bien si l'anguille est un poisson ou un serpent. Et les conventions grammaticales déterminent ce qu'on désignera comme un objet et ce que l'on désignera comme une action. Et on peut voir tout l'arbitraire de ces conventions lorsqu'on s'interroge sur ce que devient notre point lorsque nous ouvrons la main. L'objet ainsi désigné s'évanouit comme par enchantement, car une action se trouvait camouflée sous un mot qui désigne habituellement un objet. Dans nos langues occidentales, les différences entre objet et action sont en général nettement délimitées, sinon toujours logiques, mais un grand nombre de mots chinois désignent à la fois l'objet et le verbe correspondant. Si bien que quelqu'un pensant en chinois éprouve peu de difficultés à concevoir que les objets sont également actions, et que notre monde est plutôt constitué par des processus que par des entités. Outre le langage, l'enfant doit assimiler beaucoup d'autres codes encore, car les nécessités de la vie en commun exigent des conventions juridiques, artistiques, mathématiques, de comportement, etc. Et surtout, des conventions déterminant le rôle de chacun dans la société. Les échanges avec autrui seraient malaisés si nous ne pouvions nous identifier à un rôle spécial. Le rôle de père, professeur, ouvrier, artiste, homme du monde, sportif, etc. Nous ressentons que nous sommes quelqu'un dans la mesure où nous nous identifions avec ces types et où nous respectons le comportement qui leur correspond. Les autres ayant moins de difficultés à nous accepter, à nous reconnaître et à admettre que nous sommes intégrés dans la collectivité. Une rencontre de deux inconnus dans une société mondaine est toujours un peu embarrassante lorsque le maître de maison n'a pas précisé leur position respective en les présentant, car aucun d'eux ne sait quel maintien adopter vis-à-vis de l'autre. Il est assurément aisé de déceler le caractère conventionnel des rôles sociaux. Un homme qui est père peut aussi être professeur et artiste, employé et même frère. Il est évident que la totalité de ces étiquettes sociales est loin de fournir une description adéquate de l'homme lui-même. Mais elle donne cependant déjà une idée assez complète de sa place dans la société. Les conventions qui régissent l'identité de l'homme sont encore plus subtiles et moins évidentes que celles-ci. Nous apprenons de façon précise, quoique beaucoup moins explicitement, à nous identifier nous-mêmes selon une conception du moi, tout aussi artificielle, car le soi conventionnel ou la personne est essentiellement constitué par toute une succession de souvenirs sélectionnés dont l'histoire débute à partir de la naissance. Je ne suis pas seulement ce que je fais actuellement, je suis aussi ce que j'ai fait. Et ma version conventionnelle de mon propre passé représente presque mieux le moi réel que ne le fait le moi du présent. Ce que je suis semble éphémère et impalpable. Mais ce que je fus est immuable et définitif. C'est la base solide d'après laquelle on peut prévoir ce que je serai dans l'avenir. Il se trouve donc que je suis identifié de façon plus précise par ce qui n'existe plus que par ce qui est présentement.
Il importe de remarquer que les souvenirs et les événements passés qui contribuent à établir l'identité historique d'un individu ne sont qu'un condensé. Quelques-uns seulement parmi l'infinie multitude des événements et des expériences vécues sont choisis, extraits en quelque sorte, comme étant caractéristiques de la personne en fonction des normes reconnues. La nature propre de la connaissance conventionnelle est d'être faite d'abstractions, c'est-à-dire de signes et de symboles par lesquels les objets et les événements sont réduits à un schéma général. Tout comme l'idéogramme chinois Zhen représente la simplification et la généralisation ultime de la forme humaine.